Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon top 2024 de jeux vidéo. Je me suis limité à 10 jeux, mais je vais quand même vous parler de quelques exclus du top. Vous savez, hein, cette chaîne se concentre sur le cinéma et le gaming, deux choses que j'aime, je partage juste ma passion. Mais là, j'avoue, pour le jeu vidéo, ça va peut-être pas vous plaire non plus, vu que je suis un peu particulier en termes de jeux, et que j'ai pas joué à tous les jeux de cette année non plus. Déjà, on va le dire, le seul jeu que je mettrai pas dans ce top, parce que j'y ai pas du tout joué malgré les retours, et le fait que ça a été nominé aux Game Awards, Métaphore Fantasio. J'aurais aimé vous en dire du bien, j'aurais aimé dire que le jeu est superbe comme on me le dit, mais comme j'ai pas pu y jouer, je ne me prononcerai pas. Donc je suis désolé, vous devrez attendre que je le prenne, et moi, les jeux comme ça, j'attends des grosses promos, parce que j'ai pas le temps de jouer à tous les jeux. C'est parti pour les exclus du top. Alors les exclus du top, c'est des jeux qui juste ne sont pas dans le top 10, mais qui m'ont quand même beaucoup plu. À commencer par Prince of Persia The Lost Crown. Alors je sais, c'est pas un jeu qui plaisait dès l'annonce, et il y en a qui disaient déjà que Ubisoft faisait du wokisme, etc. etc. Peut-être. Mais le jeu en lui-même, je ne peux pas nier que personnellement, je l'ai aimé. Et à la base, moi je suis surtout fan de la trilogie des Sables du Temps. Enfin, des Sables du Temps tout court, parce que l'Âme du Guerrier, je trouve pas que ça soit un aussi grand jeu qu'on le dit. Les deux royaumes, c'est très sympa par contre. Mais l'Âme du Guerrier, c'est vraiment celui des trois auxquels j'ai un peu plus de mal. Maintenant, parce que petit, je l'adorais. Et donc celui-là, un nouveau jeu Prince of Persia en mode Metroidvania, bah j'avoue que j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai beaucoup joué au jeu, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, le gameplay, la découverte. Moi, je suis comme ça aussi, j'aime bien les RPG, mais j'aime bien aussi découvrir un peu les lieux, tu vois, m'attarder un peu pour mieux observer les décors, profiter. Je veux pas speedrunner mes jeux, je trouve que ça sert à rien, sauf pour un trophée sur PlayStation ou un succès sur Xbox, ça dépend. Mais en général, je préfère profiter du jeu. C'est ce que ce jeu m'a permis de faire. J'en ai profité. Franchement, Prince of Persia The Lost Crown n'est pas dans le top, mais je ne peux pas nier que j'ai beaucoup aimé. Autre jeu qui n'est pas dans le top pour deux raisons essentielles. La première, c'est que j'ai beau aimer la saga de ces jeux, bah celui-là c'est peut-être le moins bon du lot, notamment parce qu'aussi ça met plus de temps à avoir un premier vrai boss dans le jeu. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas beaucoup de jeux Switch dans mon top cette année. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais j'avoue que celui-là, il me plaît beaucoup. Oui, ça vaut pas Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, qui reste mon préféré. Et oui, c'est pas le même studio parce que le studio qui faisait les Mario et Luigi, ils ont fermé depuis. Mais quand même, le jeu s'en sort bien. En termes d'univers, de direction artistique, même les moments où Luigi réfléchit, tu sais qu'il a un coup de génie. J'aime bien vraiment jouer à ce jeu. Bon après, je l'ai pas fini, hein. Je dois en être à quoi au quart du jeu, parce que j'ai surtout joué pendant les vacances, et je compte reprendre pendant mes vacances. Donc on verra, mais en attendant, oui, j'ai apprécié le jeu, et j'assume. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, ça ne vaut pas les anciens, mais c'est quand même un très bon jeu Mario Luigi pour moi. Autre exclu du top, et celui-là ça me fait un petit peu mal parce que c'est un peu un renouveau vu que c'est l'année aussi du hérisson qui a eu le droit à son jeu et à son film, entre guillemets, Sonic X Shadow Génération. Alors déjà, je le dis, retrouver Sonic Génération sur la nouvelle génération console, c'est cool de pouvoir rejouer à un bon Sonic qui mélange 2D, 3D, avec des bons boss, un peu de nostalgie, où tu dois retrouver tes amis, tout ça. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé Sonic Génération à la base, donc y rejouer là, c'est un plaisir. Mais le chapitre Shadow... Oh, mon seul regret, c'est vraiment que ça soit aussi court, parce que le chapitre Shadow est incroyable. Se concentrer sur Shadow qui explore un peu sa nostalgie à lui, de retrouver son passé avec Maria, Robotnik Senior, moi je l'appelle Robotnik Senior, c'est ce que je veux, et même Black Doom, c'est énorme. Franchement, c'est vraiment triste que ça ne dure que si peu de temps, parce que Shadow Génération, c'était incroyable. Et redécouvrir Sonic Génération, encore une fois, c'est super. Bon, on va pouvoir commencer le top 10. Et je sais que la 10e position va déjà énerver, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi je l'ai mis en 10e. Je précise aussi, avant de commencer le top 10, que ma sélection ne se base pas sur les Game Awards. Hein. Donc j'aurai pas le même ordre que les Game Awards. Ils ont choisi leur jeu de l'année, ça sera peut-être pas mon jeu préféré de l'année. Voilà, je préfère juste vous prévenir. Et on commence avec le 10e, Balatro. Alors Balatro, je sais, jeu de cartes, on comprend pas ce qu'il foutait au Game Awards, tout ça. Je comprends. Après, ça n'empêche pas que c'est un très bon jeu de cartes. Bon, moi, vous le savez, j'aime beaucoup les jeux de cartes, notamment Yu-Gi-Oh! Hein, je suis un immense fan. Mais j'avoue qu'avoir joué à un jeu comme Balatro, j'étais quand même pas mal aussi. Tu découvres une nouvelle manière de jouer, tu débloques des boosters et tout. Bon, ça s'adresse vraiment aux fans de jeux de cartes. Mais je peux pas nier que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, anecdote marrante, mais j'ai des cartes du jeu avec, dans l'édition que j'ai prise en physique. Parce que oui, la version physique est sortie plus tard que la version numérique. Bon, le 10e c'est fait, maintenant le 9e, même si je pense que ça énerverait les journalistes s'ils regardaient la vidéo. Stellar Blade. Alors Stellar Blade, non, j'adore pas le jeu parce qu'Eve, elle a un corps en plastique qui ne fait pas réaliste. Je trouve cette polémique ridicule. Je citerai pas le journal qui a sorti ça, parce que le jeu en lui-même est génial. Un jeu post-apo où tu joues une androïde qui tente de sauver le monde, qui est la dernière de son espèce, qui fait de son mieux pour, en mode Dark Souls-like, même si ça fait plus jeu d'action et que c'est un peu plus faisable. Franchement, Stellar Blade, j'avais déjà beaucoup aimé la démo, mais alors le jeu en lui-même, il est incroyable.
Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, en plus, ça claque. Vraiment, ça va à une force. Je ne pouvais pas nier que pour moi, Stellar Blade, c'était un de mes jeux préférés de cette année. Je ne pouvais vraiment pas l'ignorer. Non, vraiment, pour moi, Stellar Blade, c'est vraiment un superbe jeu. Et j'y crois toujours pas qu'il y a 3 fins possibles au jeu. 2 fins en fonction de tes choix, et une dernière si t'as fait toutes les quêtes secondaires en plus de faire le bon choix. Non, vraiment, je suis désolé, Stellar Blade, je devais le mettre dans mon top. En numéro 8, le seul jeu Switch qui restait, le seul qui m'a fait vraiment espérer, The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom, c'est ça? Non, Echoes of Wisdom, je sais même pas le dire, tu vois, comme quoi. Franchement, au début, je savais pas quoi penser, parce qu'un jeu où tu joues Zelda, bah le jeu qu'on a eu avant qui faisait ça, c'était Zelda Wand of Gablon, et c'était de la merde. En même temps, Philippe CDI, ils ont pas fait des bons jeux Zelda, et Zelda Adventure aussi, qui était bien de la merde. Et là, ils se sont dit, Nintendo, on refait un jeu Zelda où on joue Zelda. Mais là, ils ont été plus malins, Nintendo. Tu crées les objets que tu veux dès que tu les as analysés, tu crées aussi les ennemis que tu veux dès que tu les as battus et analysés. En fait, Echoes of Wisdom, certes, ça vaut pas Breath of the Wild, qui reste probablement un de mes Zelda récents préférés, si ce n'est un de mes Zelda préférés. Mais franchement, ce jeu-là, pour ce qu'il propose, je l'ai trouvé superbe. Je l'ai pas fini, par contre. Je tiens à préciser, je l'ai pas fini, notamment parce qu'encore une fois, j'ai Mario et Luigi à faire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, et je ne peux que le recommander aux fans de Zelda. Mais c'est clair que là, ça parlera pas à tous les fans de The Legend of Zelda. Si vous préférez jouer Link qui prend l'épée sacrée, qui va affronter Ganon pour sauver Zelda, bah c'est clair que là, ça va faire autre chose. Mais bon, un peu de changement dans la saga de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Jouer Zelda, c'est pas un sacrilège avec ses pouvoirs, c'est vrai même assez intéressant. Ensuite, en numéro 7, alors là, c'est pas vraiment un jeu, c'est un DLC. Et non, je comprends toujours pas que ce DLC ait été nommé au Game Awards. Mais on va parler de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Alors là, j'ai pas de boîte parce que j'ai Elden Ring, mais j'ai, voilà, le DLC, y a pas de boîte, donc je vais pas vous le montrer. J'avoue qu'Elden Ring, en termes de jeu de l'année en 2022, il l'a mérité. Le jeu est incroyable, le côté open world rajouté révolutionne le Dark Souls-like. Après, le DLC Shadow of the Earth Tree, je suis désolé de le dire aussi méchamment, mais je trouve pas qu'il soit si révolutionnaire. C'est quand même un très bon DLC. Nouvelle carte, nouveaux ennemis, nouveaux boss, nouvelle manière de les vaincre. Mais déjà, le truc que je trouve incroyable, c'est que t'es vraiment résumé, même avec le meilleur équipement du jeu de base, t'es résumé à un simple état larvaire, tu repars de zéro. Alors c'est cool en soi, mais c'est un peu chiant aussi, quoi. Je veux dire, t'as beau avoir Malenia, son armure, son épée, ses techniques, tu peux te faire rouler dessus quand même. Après, le DLC est génial, c'est toujours aussi bien géré en termes de création artistique et tout, mais au point de le nommer au GOTY, il y a peut-être exagération là, non? Et je dis ça, le DLC est quand même très bien, encore une fois, hein. Mais moi j'attendrais qu'il passe à 30 euros, parce que 40 euros, bon, il peut 10 euros trop pour moi, tu voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais, je fais radin pour 10 euros seulement. Je m'en bats les couilles. Un DLC, c'est un DLC. Sinon, le DLC était très bien, avec sa nouvelle carte, ses ennemis, tout ça. Ça, je ne lui enlève rien, et il a mérité sa place dans ce classement. Par contre, j'allais pas le mettre sur le podium, faut pas déconner. Numéro 6. Alors ce jeu-là, je sais qu'il a déçu pas mal de personnes, et bizarrement, je suis un des seuls, peut-être parce que je suis encore sur le mode histoire et que je l'ai presque fini, mais je suis un des seuls à ne pas avoir été trop déçu du jeu. Sparking Zero. Alors, moi je le dis tout de suite, Budokai Tenkaichi, j'adore le 3. Le 3 c'est vraiment mon Dragon Ball préféré, j'ai vraiment adoré ce jeu à l'époque. Même si j'avais un gros regret à cette époque-là, c'est de me dire... Putain, vous nous avez pas mis tous les combats. Bah là, j'ai envie de dire, ils ont mis plus de combats, mais ils ont pas tout mis non plus. Et des fois, t'as des trous, et en fait, ces trous, ils sont dans des what if pour combler le trou. C'est pour éviter de nous refaire faire les mêmes combats tout le temps. Bah, d'un côté, je comprends, de l'autre, c'est un petit peu dommage, parce que ça fait que le mode histoire n'est pas complet. Déjà que tu ne peux jouer que 8 personnages dans le mode histoire, sauf les compagnons à certains passages, et encore ça dépend des combats et tout. Après, en soi, Sparking Zero, malgré le mauvais équilibrage, je peux pas nier que j'ai beaucoup aimé le jeu. Il y a plein de personnages, il y a plein de manières de les débloquer, il y a des chemins possibles en fonction de comment tu peux gagner ou perdre le combat, les what if. Bon, les what if, ça aurait pu être plus poussé, mais de l'autre côté, je me dis, ouais, se limiter à 3 gros what if, sauf si tu gagnes plus vite contre Jiren ou quoi que ce soit, pourquoi pas. J'ai quand même des regrets, notamment pour Vegeta, parce que bon, Vegeta, moi j'aurais aimé qu'on joue aussi dans les arcs de Super, mais eux ils se sont dit non, on va s'arrêter à Z après bout avec lui en mode histoire. Hein. Bon après ils se sont un peu rattrapés avec l'histoire Goku, tu peux le jouer aussi à quelques combats, et même avec l'histoire de Gohan dans un What If il me semble, donc ça se rattrape un peu, mais il y a quand même ça. Après je peux pas nier, j'aime beaucoup de jeux, j'aime les attaques, les animations, les graphismes sont bien. Le gameplay aussi est bien, même s'il est un peu dur à prendre en main pour certaines choses, notamment les contres par derrière, ça j'ai vraiment du mal. Mais Sparking Zero pour moi c'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même le fait d'avoir ajouté en bonus les persos de GT, Kid Goku quand il est petit dans Dragon Ball et tout, c'est bien, vraiment. Et faites les combats bonus, hein, il y en a vraiment des sympas. Mais vraiment oui, je me devais de le mettre. Parce que je crois que ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu Dragon Ball qui m'a bluffé. Parce que Kakarot il m'a plu, mais il m'avait pas bluffé, il m'avait juste plu.
Après, on verra si je fais le let's play entre deux, peut-être que ça va remonter. Mais celui-là, Sparking Zero, je l'assume, je suis désolé, je l'ai beaucoup aimé. En numéro 5, alors honnêtement, au début, je m'attendais à le mettre plus haut, mais en y réfléchissant, je me dis, bon bah finalement, tu ne seras que numéro 5, c'est triste, mais c'est comme ça. Final Fantasy VII Rebirth, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le remake partie 1, et je comprends qu'on reproche dans la partie 1 qu'il n'y ait pas d'open world, mais en fait, on comprend que c'était pour le mettre ici et dans la partie 3. Ils ont fait exprès, ils n'allaient pas abattre toutes leurs cartes dès le premier jeu. Sinon, ils auraient plus rien eu pour le 2 et le 3. Et au final, Rebirth, bah je peux pas nier que j'aime beaucoup le jeu. Alors certes, le côté open world est peut-être un peu poussé dans le sens où t'es obligé de faire des quêtes secondaires pour t'améliorer et pouvoir avancer. Il y avait aussi ce problème dans Final Fantasy Type 0, pour ceux qui s'en souviennent. Moi, j'aimais pas cet aspect de faut que tu gagnes au moins 5, 6, 7 niveaux pour pouvoir bien progresser à chaque mission principale. Et ça, c'était un peu chiant. Mais là, j'avoue que pour Final Fantasy Rebirth, malgré ça, c'est créatif. Les boss, les nouveaux personnages qui rejoignent ton équipe, même si je m'attendais à ce qu'on joue aussi Vincent, finalement non. Mais il est là. Donc on verra partie 3 pour Vincent, hein, parce que maintenant il n'y a plus que ça. Mais la partie 2, pour ce que ça propose, j'ai bien aimé. Et j'avoue que ça m'a fait bizarre de commencer en mode « What ? On joue lui au début ? Et comment on peut jouer lui vu ce qui s'est passé ?» Ils expliquent plus tard ce qui s'est passé. J'avoue que j'ai pas tout compris. Mais en soi, FF7 Rebirth, c'est quand même génial. J'aime toujours autant le gameplay, les graphismes, la VF, Tifa, qui reste ma favorite, quoi qu'il arrive. Hein. Mais j'avoue, oui, ce jeu est super. J'ai quand même hâte de le faire en let's play, surtout que celui-là il a pas de problème de scène bloquée. Bah, il était temps, hein, parce que le précédent il y avait tout le chapitre final de bloqué. D'ailleurs il serait peut-être temps que je le tourne, mais il va falloir. En numéro 4, le jeu qui selon les journalistes et les Game Awards est le jeu de l'année, Astrobot. Alors Astrobot, je vais pas vous le cacher, déjà j'avais beaucoup aimé Astro's Playroom, premier jeu de la PS5, gratuit, qui fait plus office de démo parce qu'il est assez court mais qui est quand même super pour ce qu'il propose. Là, les mecs ils sont revenus en mode on fait un jeu plus complet pour faire passer Astro's Playroom pour une simple démo, et ils l'ont fait. Le jeu, si t'as aimé Astro's Playroom, tu aimeras ce jeu. Les références, le gameplay, les musiques, t'as vraiment ce qui faisait la beauté du premier jeu, mais en mieux ici. Et là, c'est plus complet, t'as une vraie aventure, tu dois aller sauver tes compagnons qui ont été éparpillés partout. Oui, ça fait jeu de plateforme classique. Mais malgré que ça fasse jeu de plateforme classique, moi j'aime bien les jeux de plateforme, il est très bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas celui qui mérite le GOTY. En numéro 3, alors numéro 3, j'avais mis lequel déjà? Ah oui, c'est vrai. Numéro 3, j'ai mis un jeu RPG très aimé pour le premier, le 2 qui a fait un peu plus révolution, Dragon's Dogma 2. Oui, bah vous le savez, j'adore Dragon's Dogma, le 1 je vous l'ai dit, j'avais adoré, donc le 2 c'est en mieux, meilleur graphisme, meilleure performance, nouvelles terres à explorer, tout ça. Il y avait même des nouveaux boss intéressants et même des nouveaux trucs comme le Sphinx. J'ai pas encore tout exploré du jeu, mais je peux pas nier que j'ai vraiment beaucoup aimé Dragon's Dogma 2. Même si ça fait un peu redondant sur le 1, mais bon, c'est la même légende à chaque fois. Hein. Le mec qui s'est fait voler son cœur doit affronter le dragon pour le tuer. Ça reste pareil. J'avoue que j'ai très envie de le reprendre, voire d'en faire un let's play, parce qu'en live ça va être un peu difficile. Mais oui, j'ai adoré Dragon's Dogma 2. Et parce que je suis un énorme fan du premier. Je sais pas si j'aurais vraiment aimé si j'étais un joueur normal. Parce que je ne suis pas un joueur normal. Je n'ai jamais été un joueur normal. En tout cas, gros coup de cœur pour celui-là. Et je me demande si je vais pas y rejouer après cette vidéo, tiens. Numéro 2, mon jeu de combat préféré de l'année, qui est pourtant sorti en début d'année. ça va énerver celui-là, je le sens. Tekken 8. Alors, pour vous expliquer, Tekken 7, je l'avais pas détesté, j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais aimé, mais j'étais un peu déçu de certaines choses. Notamment le design de mon perso préféré dans le 7 qui était devenu... Non, je veux dire, le perso de base, je l'adore, mais là, j'ai vu le look dans le 7, j'ai fait non. Et puis Tekken 8 est arrivé et il t'a dit « T'aimais ton perso de base ? Eh ben regarde comment je te l'ai mis dans celui-là. » Et putain, la claque que je me suis prise. Mais même sans ça, j'aime bien le mode histoire du jeu, j'aime bien les combats, les musiques. Tekken a toujours été pour moi un jeu de combat qui m'a marqué à vie, notamment parce que Tekken 5 a été mon premier jeu de combat de ma vie. Mais vraiment, celui-là, Tekken 8, ah, il est clairement dans mon top des Tekken, hein, dans mon top podium, parce que il a vraiment fait une révolution Tekken, il a changé les choses. Meilleur gameplay, plus brutal, ils ont même ajouté le Burst Mode, qui est pas mal en soi. Moi, j'ai vraiment adoré Tekken 8. Bon, le seul truc que j'ai pas encore testé, c'est le multijoueur en ligne. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé Tekken 8. Le mode histoire est très prenant, j'ai eu envie de le refaire plusieurs fois. Et c'est toujours un plaisir de jouer mon perso préféré. Ouais, c'est une tête brûlée, ouais. M'en fous, il reste mon préféré. Et donc, quel est mon jeu de l'année 2024? Quel est le jeu qui m'a le plus marqué? Eh ben, j'aurais attendu quelques mois de plus par rapport au format numérique pour l'avoir, mais je l'ai eu, je l'ai testé et j'ai vraiment surkiffé. Black Myth Wukong. Alors l'avantage, c'est que c'est plus faisable qu'un Dark Souls-like, sans être non plus un jeu trop facile, faut pas exagérer.
mais je ne peux pas nier, Black Myth Wukong aurait mérité GOTY. Même si ça me fait rire d'entendre que le créateur il était prêt avec son discours et tout et qu'au final il l'a pas eu. Je me dis bah dis donc, il doit un petit peu se la jouer quand même hein, pour être sûr de lui. Mais le jeu en lui-même était incroyable. Ça je ne peux pas l'enlever. C'était prenant, c'était travaillé, c'était magnifique, la direction artistique est incroyable. Et d'ailleurs le côté God of War avec la caméra et tout, je trouve ça aussi bien. Donc oui, Black Myth Wukong pour moi c'est clairement le meilleur jeu de l'année, enfin en tout cas c'est mon jeu préféré de l'année. Et vous, quel est le vôtre? Moi c'est celui-là. Je l'ai pas encore fini à 100%, je crois que j'ai même pas fini le chapitre 1, mais en même temps comme je vous l'ai dit, j'ai trop de jeux à faire, j'ai trop de let's play, de vidéos, de films à voir. Je fais comme je peux, mais en tout cas sur mon temps libre, des fois j'essaye d'y rejouer, ou alors peut-être que je vais le recommencer quand j'aurai fini d'autres jeux. En tout cas pour moi cette année, c'est mon GOTY personnel, et j'espère que 2025 va nous promettre des jeux aussi intéressant, voire plus, mais nous verrons en temps voulu. Sur ce, c'était mon top de jeux vidéo 2024, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!